Dossier numéro 5. Donc il s'agit de Madame P, 45 ans, qui consulte à la demande de son médecin traitant suite à la découverte d'une masse surrénalienne gauche sur un scanner abdominal qui a été réalisé pour des explorations de douleurs abdominales chroniques. Donc ça s'appelle un incidentalome. Cette lésion a toutes les caractéristiques d'une lésion bénigne. Madame P a comme antécédent une hypertension artérielle depuis 5 ans, qui est sous l'oxène, qui est un inhibiteur calcique, et un diabète de type 2, qui est traité par glucophage, qui est un biguanide. Elle pèse 82 kg pour 1,59 m. Elle a une pression artérielle à 14,8, un pouls à 65 par minute, tour de taille 100 cm, tour de hanche 105 cm. Alors, je vous demandais en première question de me rappeler le bilan OMS de l'hypertension artérielle. C'est le bilan OMS pour tous les patients, ce n'est pas que pour Madame P. Donc on fera une glycémie à jeun, bilan lipidique EAL, cholestérol total, HDL, triglycérides et calcul du LDL. Il y a une kaliémie, une bandelette urinaire à la recherche d'une hématurie ou d'une protéinurie. Ces deux derniers examens ont pour objectif d'éliminer les HTA secondaires. Donc HTA secondaire endocrine par la kaliémie, on va en reparler, et tout ce qui est pathologie uronéphrologique responsable d'une hypertension artérielle. Et systématiquement, on fait un ECG 12 dérivations pour rechercher un retentissement de l'HTA avec une HVG. Donc ça, c'est le bilan OMS de l'HTA, vous devez le connaître. Il est fait à tous les patients pour lesquels on diagnostique une hypertension artérielle. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Madame P, je vous le rappelle, a une lésion surrénalienne. Et là, je vous facilite un petit peu la tâche. Je vous dis qu'en question 2, la lésion surrénalienne est responsable de son hypertension artérielle. Et je vous pose comme question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques, bien sûr, concernant cette lésion surrénalienne? Donc là, c'est facile. Il y en a 3. Une tumeur de la médullosurrénale qu'on appelle le phéochromocytome. Alors essayez de l'écrire sans faute d'orthographe, c'est mieux. On peut aussi avoir affaire à un nodule cortico-surrénalien toxique qui sécrète du cortisol. Et la troisième étiologie à évoquer devant une lésion surrénalienne responsable d'une HTA, c'est bien sûr l'adénome de Cohn, responsable d'un hyperaldostéronisme primaire. On aurait pu mettre aussi le cortico-surrénalome malin, qui peut être responsable d'une HTA, mais je vous rappelle dans l'énoncé qu'on avait affaire à une lésion bénigne. Je vous demandais ensuite de compléter votre interrogatoire et votre examen clinique pour chaque étiologie évoquée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rechercher pour nous orienter? Alors, le mieux c'est de procéder par étiologie, comme ça on n'en oublie pas. On va commencer par exemple par le phéochromocytome. On va rechercher des antécédents familiaux de phéochromocytome ou familiaux de carcinome médulaire de la thyroïde ou d'hyperparathyroïdie et personnels de CMT d'hyperpara. Pourquoi on pose ces questions-là? Parce qu'en général, dans un dossier d'ENC, quand on vous met un phéochromocytome, on veut que vous pensiez à la néoplasie endocrinienne multiple. À l'interrogatoire, on recherchera aussi la fameuse triade de Ménard. Alors, précisez ce que c'est que la triade de Ménard. N'écrivez pas que triade de Ménard, c'est très agaçant. Écrivez céphalée, sueur, palpitation. Si vous ne mettez pas triade de Ménard, c'est pas grave. Ça, par contre, il faut le mettre. Donc ça, c'est les signes évocateurs de phéochromocytome. Associés, ces symptômes, à des poussées hypertensives, mais on peut aussi avoir des malaises évocateurs d'hypotension orthostatique. L'hypertension artérielle dans le phéochromocytome, elle peut être permanente ou bien survenir en poussée. Bon, là, je vous l'ai mis aussi, mais vous n'êtes pas obligé de le noter. On recherchera des signes de phacomatose de von Recklinghausen, neurinome, tache café au lait, un aspermarphanoïde. Ça, pour moi, je ne mets pas de point. Donc ça, c'était pour le phéo, interrogatoire, examen clinique. Deuxième étiologie évoquée, le syndrome de Cushing sur un adénome cortico-surrénalien sécrétant du cortisol. C'est tous les signes cliniques de syndrome de Cushing. Normalement, vous connaissez ça par cœur.
fragilité cutanée, la prise de poids, un antécédent de tassement vertébral par exemple, à cause d'une ostéoporose. Je vous rappelle que dans le Cushing, il ne faut pas oublier les signes de dépression. La plupart du temps, les patients ont un syndrome dépressif. Ils peuvent avoir aussi des accès maniaques, mais ils sont très souvent déprimés. On recherchera des signes cliniques d'hypercortisolisme, obésité facio-tronculaire, l'érythrose faciale, qui est en fait secondaire à une fragilité vasculaire, des signes d'hyperandrogénie, acné et hirsutisme, la fameuse bosse de bison ou buffalo neck. On recherchera toujours des signes de fragilité vasculaire avec des ecchymoses. La peau est mince et fragile avec des blessures qui se font facilement. Un signe très évocateur qui sont les fameuses vergetures pourpres larges et verticales. Ce n'est pas la petite vergeture rosée de la femme après la grossesse, c'est vraiment de la grosse vergeture qui se situe en général au niveau abdominal, comme ça. Donc vraiment large, pourpre et vertical. Enfin, on recherchera un signe très évocateur d'hypercortisolisme qui est l'amyotrophie des racines, souvent prédominant au niveau des muscles des cuisses, avec le fameux signe du tabouret. Je vous rappelle que l'hypercortisolisme entraîne une sorte d'hypercatabolisme et donc une fonte musculaire. Pour l'adénome de Cône, vous ne pouvez rechercher que des signes évocateurs d'hypokaliémie. Cliniquement, il n'y aura absolument aucun signe. Donc, on recherchera les signes d'hypokaliémie. L'hypokaliémie chronique peut entraîner un syndrome polyuropolydipsique. On peut voir aussi des crises de tétanie, des crampes ou des paralysies. Après avoir bien examiné Madame P, on va lui demander des examens biologiques. Et je vous demandais, pour chaque étiologie, quels examens vous alliez demander et qu'est-ce que vous attendiez comme résultat. Donc là, on rentre dans la question exploration biologique d'un incidentalome surrénalien. Cette patiente, on va lui faire le bilan OMS de l'hypertension artérielle et donc on va lui doser kaliémie. Dans nos hypothèses diagnostiques, il y en a deux qui peuvent être responsables d'une hypokaliémie. Bien sûr, l'adénome de Cône avec l'hyperaldostéronisme primaire. Je vous rappelle que l'aldostérone, ça fait pisser le potassium. Mais le syndrome de Cushing peut aussi être responsable d'une hypokaliémie. Parce que le cortisol, à forte dose, a un effet minéralo-like et va être responsable d'un pseudo-hyperaldo. Et donc on pourra avoir dans les deux cas une hypokaliémie. On reste dans le bilan standard. Avant d'explorer cette masse surrénalienne, cette patiente est diabétique. Il faut donc lui doser l'hémoglobine glyquée. Toujours dans le bilan standard, la numération formule sanguine peut avoir une valeur d'orientation. Très souvent dans le syndrome de Cushing, on a une hyperleucocytose, exactement comme pour les patients qui sont sous corticoïdes. Et bien sûr, on lui fait un bilan lipidique. Voilà. Si on ne l'a pas fait dans le bilan OMS, on fait le bilan lipidique. Alors, là, ça devient plus complexe. Pour le FeO, on va commencer toujours par le FeO. Pour faire le diagnostic, la réponse, c'est dosage des dérivés méthoxylés urinaires des 24 heures sur 3 jours. Vous pouvez préciser, si vous les connaissez, que c'est les méthanéphrines, les norméthanéphrines, plus ou moins le VMA qui est de moins en moins utilisé. Et bien sûr, ce dosage, ces dérivés méthoxylés urinaires, si on a un phéochromocytome, ils sont augmentés. Alors vous pouvez noter aussi le dosage des catécholamines plasmatiques pendant un accès, qui sont augmentés, mais il faut les doser pendant un accès. Et donc c'est assez rare de tomber juste sur le moment où la patiente fait une poussée et donc d'arriver avec notre tube pour la prélever. Donc c'est pour ça que nous, on se contente du dosage des dérivés méthoxylés urinaires des 24 heures sur 3 jours. Mais ça, c'est pas faux. Juste plus dur à faire. Deuxième hypothèse, le syndrome de Cushing sur l'adénome cortico-surrénalien sécrétant du cortisol. Donc là, il faut qu'on confirme l'hypercortisolisme.
Comment on fait? On l'a déjà un petit peu abordé dans le dossier d'adénome hypophysaire, mais on va le répéter parce que je pense que c'est important à connaître. Il faut bien sûr doser le cortisol et il faut le doser à minuit. Pourquoi? Cycle nictéméral du cortisol, il est maximal à 8 heures et minimal à minuit. Si vous recherchez un hypercortisolisme et vous le dosez à 8 heures, vous trouverez un cortisol haut, vous ne saurez pas quoi en faire parce que de toute façon, à 8 heures, il est élevé. Par contre, si vous dosez le cortisol à minuit et qu'il est élevé, là, vous vous direz, il y a un problème. Donc la première chose à faire, c'est ça, un dosage du cortisol à minuit. Bien sûr, si on a un hypercortisolisme, il est augmenté, supérieur à 2 microgrammes par décilitre. La deuxième méthode pour rechercher un hypercortisolisme, c'est de faire la cortisolurie des 24 heures, donc un recueil urinaire des 24 heures, qui est bien sûr augmenté. Et enfin, la troisième méthode, c'est le test de freinage minute à la dexaméthasone. On va faire un petit dessin. Alors, ici, mon hypophyse, ici, ma cortico-surrénale. La cortico-surrénale fabrique du cortisol sous l'action de l'hypophyse par le biais de l'ACTH. Moi, par exemple, si on me donne 2 comprimés de dectancil, donc de dexaméthasone, à minuit ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Mon hypophyse, qui est ici, elle va se dire « Ouh là là, on m'apporte plein de corticoïdes, qu'est-ce que je fais? Rétrocontrôle négatif, je diminue mon ACTH. » Et si on dose le lendemain matin le cortisol, la dexaméthasone n'est pas dosable dans le sang, eh bien, toute la nuit, mon ACTH aura été bas, donc mes surrénales, elles se seront mises au repos, et si je dose le cortisol le lendemain matin, il sera bas, inférieur à 2 microgrammes par décilitre, ça s'appelle freiné. Un patient qui a une pathologie responsable d'un hypercortisolisme, qu'elle soit d'origine hypophysaire ou surrénalienne. Si vous lui essayez de lui faire un test de freinage minute, imaginons par exemple qu'ici, qu'on ait affaire à Madame P, qui a un adénome qui fabrique du cortisol, elle fabrique en permanence du cortisol. Donc son ACTH, il est bas en permanence. Et sa lésion, elle n'en a rien à faire de ce que lui raconte l'ACTH, elle continue à fabriquer du cortisol. Donc vous pourrez lui donner toute la dexaméthasone que vous voulez, il ne se passera rien, l'ACTH est déjà bas, il ne sera pas plus bas, et le cortisol, il restera élevé, et donc on aura un résultat supérieur à 2, absence de freinage. Pour répondre correctement à la question « Comment rechercher un hypercortisolisme ?», le mieux est de mettre les 3. Cortisol à minuit, cortisolurie des 24 heures, et le test de freinage minute à la dexaméthasone sur le cortisol. Enfin, pour confirmer l'origine surrénalienne si on a bien un hypercortisolisme, on fera à ce moment-là le dosage de l'ACTH qu'on retrouvera effondré. Il s'agit d'un syndrome de Cushing ACTH indépendant. Enfin, notre troisième étiologie, l'adénome de Cohn, donc l'hyperaldostéronisme primaire, tout simplement il faut doser l'aldostéronémie couchée, qui va être élevée, l'aldostéronémie debout, qui va être élevée aussi de base, et qui, à l'orthostatisme, ne va pas plus augmenter. Si on avait affaire à une hyperplasie bilatérale, là on aurait encore un effet de l'orthostatisme sur l'aldostérone, et on pourrait observer une augmentation à l'orthostatisme de l'aldostérone. Mais dans l'adénome de Cohn, l'aldostérone reste élevée, elle ne bouge pas plus, elle ne monte pas plus quand le patient se met debout. Bien sûr, ça ne suffit pas, ça nous dit juste qu'il y a un hyperaldostéronisme, mais pour savoir s'il est primaire, il faut doser la rénine. Dans l'hyperaldostéronisme primaire, la rénine est effondrée, toujours par le mécanisme de rétrocontrôle négatif. Du coup, on a un rapport aldostérone sur rénine qui est supérieur à 23. On peut doser aussi, dans les urines, l'aldostéronurie des 24 heures, qui bien sûr sera augmentée. Petit aparté sur le test de freinage au captopril, qui est un UEC. Ici, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait qu'on a un adénome surrénalien.
Ce test-là est utile lorsqu'on a une hyperplasie, un hyperaldostéronisme et qu'on veut faire la différence entre une hyperplasie ou un adénome. Ici, donc, ce n'est pas utile. Alors, ça se complique. Elle vous rapporte un antécédent de cancer de la thyroïde chez son frère. Elle-même est suivie pour des coliques néphrétiques à répétition qui ont été explorées par le bilan suivant. Une calcémie à 2,8 mmol par litre, pour une normale inférieure à 2,62, une PTH à 72 picogrammes par millilitre pour une normale inférieure à 58. Je vous demandais en question 5 le diagnostic phosphocalcique et du coup, quels examens morphologiques vous alliez demander pour cette patiente. Donc là, on change de registre. Ici, il s'agit bien sûr d'une hyperparathyroïdie primaire. Sur quels arguments? Une hypercalcémie, certes, mais une PTH augmentée. On est en plus aidé par ses antécédents familiaux et le fait que cette patiente a une lésion surrénalienne. On va y revenir. Donc hyperparathyroïdie primaire. Pour pouvoir explorer cette anomalie biologique, il y a 2 examens morphologiques à réaliser. Tout d'abord, une échographie cervicale qui va nous permettre de rechercher un adénome parathyroïdien. Et le deuxième examen, c'est un examen fonctionnel. On fait une scintigraphie au sestamibi. Alors, si vous vous rappelez plus que c'est le sestamibi, mettez juste scintigraphie. Il vaut mieux mettre une réponse tronquée plutôt que de mettre une erreur. La scintigraphie au sestamibi va permettre de faire la différence entre une fixation localisée qu'on va retrouver dans l'adénome ou diffuse qu'on retrouvera dans l'hyperplasie parathyroïdienne. Question 6. De quel type de cancer thyroïdien a souffert son frère et quel dosage permettent le diagnostic? Donc là, on a une hyperparathyroïdie, un cancer thyroïdien dans la famille et une lésion surrénalienne responsable d'une hypertension artérielle. Donc je vous l'ai dit dans l'énoncé, quand on vous parle d'un éventuel phéochromocytome, il faut évoquer dans votre tête la néoplasie endocrinienne multiple. Si c'est pas ça, c'est pas grave, mais au moins il faut que vous y pensiez. Et dans la NEM2, il y a un cancer thyroïdien très particulier qui est développé aux dépens des cellules C, qu'on appelle le carcinome médulaire de la thyroïde. Pour faire le diagnostic de CMT, il faut doser la calcitonine de base et après stimulation par la pentagastrine. Le dosage d'ACE est également recommandé pour le diagnostic du CMT. Enfin, en question 7, je vous demandais quel était votre diagnostic complet concernant Madame P. Donc là, je vous ai bien orienté. On a ici affaire à une patiente qui a une hyperparathyroïdie, ici, une masse surrénalienne responsable d'une HTA, et on a en plus un antécédent familial de CMT. Donc tout ça me fait dire qu'il s'agit très probablement d'une néoplasie endocrinienne multiple de type 2A qui associe un phéochromocytome gauche et une hyperparathyroïdie chez Madame P. Pour faire le diagnostic, on fera le séquençage du proto-oncogène RET. En conclusion, attention aux NEM. Les NEM, de type 1 ou de type 2, ça peut tout à fait tomber à l'ENC. Ces dossiers-là, ces pathologies-là ont une transversalité évidente. Donc devant tout CMT et devant tout phéo, il faudra systématiquement évoquer la NEM2. En cas d'antécédent familial ou de deuxième localisation, dans les dossiers d'hyperpara ou d'adénome hypophysaire, il faudra évoquer la NEM1 ou la NEM2. Vous devez connaître le bilan OMS de l'HTA ainsi que les causes d'HTA endocrine. Là aussi, c'est très très transversal et donc c'est très facile pour les endocrinologues de vous faire des dossiers transversaux. Les items abordés ici, bien sûr l'hypertension artérielle, l'hypercalcémie, le goitre et le nodule thyroïdien.